Parfois, le travail pèse lourd, vraiment très lourd. C'est un sentiment que beaucoup trop de gens connaissent. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les mécanismes de cette toxicité au bureau. Le but, pas de s'apitoyer, non, mais de comprendre, de se protéger et surtout de reprendre le contrôle. Cette situation, elle fait peut-être écho en ce moment. Cet épuisement mental, ce doute permanent qui s'installe, cette impression de devoir marcher sur des œufs à chaque instant. Ce n'est pas juste une mauvaise journée, non, c'est un poids qui petit à petit peut devenir absolument insoutenable. Ah, la fameuse question. Cette question insidieuse qu'on finit par se poser. Est-ce que c'est moi qui imagine tout ça? La réponse, elle est simple et nette. Non. Le ressenti est bien réel et c'est la toute première chose à accepter. Alors, commençons par le début. Identifier le problème. Mettre des mots précis sur ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment la première étape pour arrêter de subir. C'est ce qui permet de transformer ce sentiment de chaos un peu flou en un problème concret, un problème qu'on peut enfin commencer à résoudre. Voilà, en des termes un peu plus formels, de quoi on parle. Ce n'est pas juste un collègue un peu difficile ou un manager qui a un coup de stress. Non, on parle d'un système, d'une culture d'entreprise où le négatif devient la norme et vient affecter directement, systématiquement, la santé mentale et même physique des gens. Bon, comment ça se voit concrètement de l'extérieur? Eh bien, il y a des signes qui franchement ne trompent pas. Un turnover très élevé, c'est le signal d'alarme numéro 1. C'est comme une porte-tambour qui n'arrête jamais de tourner. Le manque de confiance, lui, transforme les collègues en potentiels adversaires. La communication, elle devient un véritable champ de mine. Et que dire du favoritisme ou de ses objectifs qui changent sans arrêt? Ça crée un climat d'injustice et un épuisement permanent. Ce témoignage, il illustre ça parfaitement. Quand la communication est à ce point défaillante, quand les attentes sont aussi floues, on ne demande plus aux gens de travailler, on leur demande de deviner. C'est la recette parfaite pour la frustration et le sentiment d'échec. Et ce chiffre, 4 départs en 1 an dans un petit bureau, c'est un drapeau rouge immense. Au-delà de ce qui se voit, il y a surtout ce qui se ressent. À l'intérieur, la fameuse boule au ventre du dimanche soir, ce n'est pas normal. Le stress qui finit par s'exprimer physiquement, par des maux de tête, des problèmes d'estomac, non plus. Et puis, il y a cette érosion lente, mais sûre, de la confiance en soi, et ce terrible sentiment d'être seul au monde face à tout ça. Et parlons du gaslighting, cette manipulation qui consiste à déformer la réalité, à nier les évidences, jusqu'à ce que la personne en face se demande si elle n'est pas en train de devenir folle. Voilà un exemple parfait de ce gaslighting en milieu professionnel. C'est un piège. On fixe des règles du jeu qui n'existent pas, des normes qui ne sont jamais spécifiées. Du coup, quoi que la personne fasse, ce ne sera jamais assez bien. Elle sera toujours en faute, car le but était impossible à atteindre dès le départ. C'est une technique de contrôle aussi puissante que dévastatrice. Ok, maintenant qu'on a un peu mieux cerné l'environnement, penchons-nous sur les acteurs. Parce que comprendre les grands profils de la toxicité, ça aide à une chose essentielle, ne plus prendre les choses personnellement. Ce n'est pas un problème avec vous, c'est un problème dans leur fonctionnement à eux. Ce tableau, il est très parlant. Prenons-les un par un. Le narcissique, lui, a un besoin vital d'être admiré, et il va s'approprier le succès des autres. Le passif-agressif, c'est le maître des coups bas déguisés, les oublis volontaires, les pics subtils. Le saboteur, lui, c'est peut-être le plus vicieux. Il se fait passer pour un allié pour mieux utiliser les confidences contre la personne. Et enfin, le manager tyrannique qui cache souvent une grande anxiété derrière un besoin de tout micromanager, étouffant son équipe au nom d'une prétendue excellence. Reconnaître ces jeux, c'est la première étape pour ne plus en être la victime. Ce cas de Marc est emblématique. C'est un cas d'école du management narcissique. On a les 2 piliers. D'abord, le vol du travail. Le succès, c'est pour lui. Ensuite, l'humiliation publique pour bien asseoir son pouvoir et rabaisser l'autre. C'est d'une violence symbolique terrible pour Marc, qui voit son travail volé et sa personne moquée en public. D'accord, le constat est là, il est posé, la situation est toxique. La grande question, c'est on fait quoi maintenant, au quotidien, pour survivre? L'idée, ce n'est pas de chercher à changer les autres, c'est souvent une bataille perdue d'avance, mais de changer sa propre posture pour ne plus être une cible facile. Alors là, on a un outil de défense psychologique qui est brillant, la méthode de la pierre grise. Le principe est tout simple, les personnalités toxiques carburent à l'émotion, au drame, à la réaction. Si on ne leur donne rien de tout ça, si on devient émotionnellement neutre, factuel, presque ennuyeux comme un caillou, eh bien on leur coupe l'herbe sous le pied. On ne nourrit plus leur jeu, elles finissent par se lasser et aller chercher leur dose d'adrénaline ailleurs. C'est une façon très puissante de reprendre le contrôle. En parallèle, voici un petit kit de survie. Premièrement, et c'est non négociable, la trace écrite. Documentez tout. Un simple mail qui résume une discussion orale, c'est un bouclier.
Deuxièmement, oser poser des limites claires. Dire je ne continuerai pas cette conversation si le ton monte, ce n'est pas de l'agressivité, c'est de l'autoprotection. Ensuite, il faut refuser le jeu des rumeurs, la triangulation. Et surtout, ne pas rester isolé. L'isolement, c'est le meilleur ami du harceleur. Parler à des collègues de confiance, ça permet de valider ce qu'on ressent et de se sentir moins seul. Se protéger, c'est la première étape. C'est vital. Mais soyons clairs, survivre, ce n'est pas une solution sur le long terme. L'étape suivante, c'est de préparer la sortie. Et ça ne s'improvise pas. Ça se construit avec stratégie et intelligence pour partir dans les meilleures conditions possibles. Ce point est absolument crucial, surtout dans le système français. La différence entre une démission et une rupture conventionnelle, elle est énorme. Démissionner, c'est souvent partir sans aucun filet de sécurité financière, alors que la rupture conventionnelle, c'est un accord à l'amiable qui, s'il est accepté, ouvre droit au chômage et permet de négocier une indemnité. C'est une porte de sortie beaucoup plus sécurisante qui donne le temps de rebondir. Une fois l'option de départ choisie, la préparation, c'est la clé du succès. D'abord, la sécurité financière. Avoir de quoi voir venir pendant 3 à 6 mois, ça change tout en termes de charge mentale. Ensuite, on prépare son dossier professionnel, CV à jour, profil LinkedIn impeccable. Et surtout, on liste noir sur blanc toutes ses réussites. C'est essentiel pour se réapproprier sa valeur et cartonner aux entretiens. Et bien sûr, la recherche d'un nouveau poste doit rester discrète pour ne pas se mettre en difficulté. Ça y est, le départ est fait, la page est tournée, mais le livre n'est pas forcément refermé. Quitter un environnement toxique, ça laisse des traces, des cicatrices. La dernière étape, et c'est sans doute la plus importante, c'est celle de la reconstruction. Il est fondamental de bien comprendre ça. On ne sort pas d'une telle expérience complètement indemne. L'hypervigilance, l'anxiété, la méfiance instinctive face à un nouveau manager, tout ça, c'est normal. Ce sont des séquelles. Il faut s'accorder le droit d'avoir été profondément affecté et se donner le temps de guérir. Cette phrase, il faut la lire et la relire. Parce que la culpabilité, c'est une réaction tellement fréquente. On se dit « j'aurais dû comprendre, j'aurais dû partir plus tôt ». Non, il faut être très clair là-dessus. La responsabilité de l'abus revient toujours à l'abuseur, jamais à la victime. Intégrer ça, c'est faire un pas de géant vers la guérison. Et cette reconstruction, elle se fait par étapes. D'abord, si c'est possible, s'accorder une vraie pause, pour souffler. Ensuite, faire un travail d'introspection, se reconnecter à ses compétences, à ses réussites passées, à qui on est vraiment en dehors de ce contexte toxique. Chercher de l'aide auprès d'un professionnel, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe de force. Et enfin, transformer cette épreuve en une leçon de vie, réapprendre à poser des limites saines pour l'avenir. Voilà la question finale. Après avoir compris, s'être protégé, être parti et s'être reconstruit, que reste-t-il ? Il reste l'avenir, un avenir professionnel qui peut et qui doit être plus sain, plus respectueux. C'est le message clé. On ne peut pas contrôler le comportement des autres. En revanche, on peut contrôler ses propres choix. Le choix de reconnaître les signaux d'alerte, le choix de poser des limites et le choix de partir quand c'est nécessaire. C'est là que réside le véritable pouvoir. Merci d'avoir suivi cette analyse. Prenez soin de vous.